Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé une ouverture dans un mur existant en pierre. Dans ce cas, on parle d'une ouverture en sous-œuvre, puisque le mur à ouvrir est un mur porteur qui porte la charpente, et on ne va pas le démonter jusqu'en haut. Le mur en question, c'est un mur de 50 cm d'épaisseur à cet endroit, et la taille de la future porte-fenêtre, c'est de 2,75 m de haut sur 1,60 m de large. Les futurs poteaux, que l'on appelle les jambages, et le futur haut de l'ouverture, que l'on appelle le linteau, seront réalisés en béton armé. Habituellement, pour la maçonnerie des bâtiments anciens, il faut éviter le béton de ciment et le béton armé, et plutôt privilégier le béton de chaux pour diverses raisons. Mais dans ce cas, parce que l'ouverture à faire est de grande dimension, j'ai fait une concession au béton armé, qui permettra d'assurer une bonne tenue structurelle et une résistance importante en cas de tremblement de terre. Avant de lancer le déroulé du chantier, je tenais à préciser que je suis autoconstructeur, enfin plutôt autorénovateur. Je ne suis pas maçon professionnel et cette vidéo, elle prétend pas du tout expliquer les bonnes pratiques, mais plutôt simplement partager un retour d'expérience et aussi faire un souvenir sympa du chantier. Allez hop, c'est parti. Pour commencer, avant le début du tournage, on avait tracé sur le mur les codes de l'ouverture finie, côté intérieur et côté extérieur. C'est pour ça qu'on a fait ce petit trou qui permet de reporter les mesures entre l'intérieur et l'extérieur et de s'assurer qu'on va bien tomber en face. Le problème, c'est que les codes finales, on va les effacer en démolissant le mur. Donc on trace un deuxième trait à 50 cm à l'extérieur de la cote finale, comme ça on pourra toujours retrouver notre cote, même si on est dans le vide. Ensuite, puisqu'on est en sous-œuvre, on doit sécuriser le mur pour éviter que le mur s'écroule quand on va le démolir. Pour le sécuriser, j'ai passé à travers le mur des poutres en bois qu'on appelle des bastings, et ensuite j'ai étayé ces bastings. Pour étayer ces bastings, j'ai aussi étayé le plancher par en dessous, puisque ces bastings vont reporter les charges du mur sur les étais pendant le chantier. J'ai donc commencé par étayer le plancher, avant de mettre en tension les étais que vous voyez ici sous les bastings. J'ai aussi vérifié que les bastings étaient horizontaux et je les ai fixés entre eux. Malheureusement, il y a pas mal de choses qui se passent en dessous ou dehors et j'ai pas mis des caméras partout, donc vous verrez pas tout, mais sachez qu'à l'extérieur, on est sur un échafaudage. Je sais plus pourquoi exactement je suis parti sur 2 bastings, mais par rapport à la taille de l'ouverture, c'est quand même un peu léger et si je devais refaire, j'en mettrais plutôt 3 ou 4 pour vraiment assurer le coup. D'autant plus que dans cet exemple, je suis proche d'un angle et pas loin d'une ferme, donc le risque que le mur se fissure est assez élevé. Une fois que tout est sécurisé, on peut commencer la démolition. Pour démolir, on a utilisé des perfos avec des burins pour enlever le mortier et on s'est servi de pieds de biche pour déchausser les pierres. Tout l'enjeu de la démolition, c'est de démolir le minimum de ce qui est nécessaire, ça évite de trop déstabiliser le mur existant et aussi de devoir couler trop de béton par la suite. Une problématique importante dans un chantier de démolition, c'est la gestion des gravats. Ici, on évacue les gravats par l'extérieur en séparant les pierres et le mortier. Comme ça, je pourrais réutiliser les pierres pour d'autres chantiers si j'en ai besoin. On fait aussi attention au poste de travail pour que les personnes qui interviennent soient dans des positions confortables autant que possible. Ça évite les risques de blessures, mais aussi les accidents. Donc, au fur et à mesure de l'avancement, on va régler les plateaux d'échafaudage à l'intérieur comme à l'extérieur pour être à bonne hauteur. En démolissant, on distingue clairement que le mur est constitué de rangées que l'on appelle des lits de pierres. Sur cette partie du mur, les pierres sont beaucoup plus grosses à l'extérieur qu'à l'intérieur et on se rend compte au passage que la construction de ces murs, ça a dû être un sacré chantier. Le problème des grosses pierres extérieures, c'est que si j'enlève celles qui sont sur la zone du bord de mon ouverture, ça risque de déstabiliser sérieusement le mur. Donc là, puisque j'ai eu trop peur de me rapprocher de l'angle, j'ai dû découper ces pierres plutôt que de les enlever. J'ai donc utilisé une grande meuleuse avec un disque diamant, parce que les pierres à découper, c'était du granit. Évidemment, découper une pierre, c'est beaucoup plus long que de l'enlever. La démolition a donc été assez longue. Je pense que des maçons expérimentés auraient fait autrement, mais bon, j'ai préféré jouer la sécurité. Aussi pour des raisons de sécurité, vous avez peut-être remarqué que j'ai ajouté sur la droite une partie d'échafaudage que l'on appelle une tour d'étai. Ça permet d'étayer la charpente et donc de diminuer la descente de charge sur le mur et donc de réduire les risques de fissuration. Au final, la démolition a bien duré 4 jours, alors que évidemment j'avais été optimiste et je m'étais dit que ça ne durerait pas plus de 2 jours.
Mais bon, encore une fois, je préfère assurer que me dépêcher et risquer d'avoir des problèmes. Le 5e jour, j'ai encore dû meuler quelques pierres et on a commencé à placer les fers du béton armé. Dans les poteaux, un simple fer carré de 10 cm par 10 cm suffit. Par contre, la grosse difficulté, c'est que ce fer doit être entièrement noyé dans le béton et être enrobé d'au moins 3 cm de béton. Si jamais un fer est apparent après coulage, ça crée un risque de corrosion, on parle alors de pathologie du béton et c'est une vraie cata. Donc on a bien pris le temps de placer les fers et les coffrages. La difficulté du calage des coffrages, mis à part leur poids, c'est qu'ils doivent être calés avec précision dans les 3 dimensions. C'est pour ça qu'on s'aide d'un laser, qu'on utilise pas mal de niveaux et de mètres pour vérifier tout ça. La tolérance maximum que je me donne pour un ouvrage comme ça, c'est le centimètre. Donc je ne cale pas tout au millimètre, mais au final, je ne dois pas avoir plus d'1 centimètre d'écart par rapport au code voulu. Une fois que les coffrages sont en place, on utilise des crossettes, aussi appelées chevillettes, pour maintenir le coffrage contre le mur, puis des serre-coffrages pour que les coffrages ne risquent pas de s'ouvrir avec la poussée du béton. Enfin, j'ai vissé des grandes lisses pour que les coffrages se tiennent entre eux, pour éviter tout glissement. Tout ce travail a bien pris 1 journée et demie, là aussi je suppose que les pros ont bien plus l'habitude et vont plus vite. La phase de coulage du béton, elle, est bien plus rapide. On a fait un béton assez liquide, composé d'un sac de ciment pour 10 seaux de mélange à béton de granulométrie 0,16. En 3 heures, on a coulé l'équivalent de 3 bétonnières et demie. L'acheminement du béton se fait par une poulie située à l'extérieur, c'est pour ça que vous ne voyez pas grand chose. On vibre légèrement le béton pour évacuer l'air, mais pas trop, pour ne pas augmenter la poussée du béton qui est déjà assez importante dans les coffrages. Ensuite, on laisse prendre pendant au moins 48 heures. La phase où on enlève les coffrages s'appelle le décoffrage. On enlève les serre-coffrages, les crossettes, les lisses et on défisse le coffrage. Ensuite, puisque la partie coulée n'atteint pas la cote finale, on doit remonter les coffrages. Le calage est un peu plus simple que la première fois parce qu'on doit seulement faire ripper le coffrage, mais avec le poids du coffrage, ça demande quand même un peu d'attention. J'ai fait le choix de couler en 2 étapes plutôt que de faire un seul grand coffrage pour éviter d'avoir trop de pression dans le coffrage. C'est mon maçon qui m'avait conseillé de faire comme ça parce que j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc ça prend du temps, mais on limite les risques. Une fois le coffrage en place, rebelote, on fixe les crossettes, les serre-coffrages. On fait aussi ce que j'appelle des contre-coffrages, c'est-à-dire qu'on fait des petits bouts de coffrage aux endroits où le coffrage ne touche pas exactement le mur. Et oui, je réutilise le même coffrage, mais ce mur en pierre, il est plus fin en haut qu'en bas, ce qui est assez classique. Il n'est pas parfaitement droit. Cette diminution d'épaisseur, on appelle ça le fruit du mur. Pour info, l'utilisation des contreplaqués spécial coffrage permet de réutiliser les coffrages de nombreuses fois. C'est un petit budget, c'est sûr, ces plaques jaunes, mais je regrette pas. Le 8e jour, on a coulé la 2e partie des jambages. Le problème, c'est qu'on était déjà le 9 décembre et qu'il faisait moins 2 degrés dehors. Dans ce cas, on est obligé d'ajouter de l'antigel au béton, en plus d'une bonne dose de courage pour aller sur le chantier. L'antigel sert à accélérer la prise du béton. Ensuite, on a décoffré en faisant attention de ne pas se prendre le coffrage sur les pieds. Désolé, ces images sont un peu floues sur cette session de travail. À partir du 10e jour, on a pu s'attaquer à la pose du linteau chêne à l'intérieur. Pour ça, on a commencé par faire une fouille côté intérieur pour que le linteau puisse s'appuyer généreusement de chaque côté de l'ouverture. Mécaniquement, il suffit de quelques centimètres d'appui pour que le linteau tienne, mais en général, on prend une vingtaine de centimètres ou plus pour l'esthétique. Ensuite, on a fait des semelles en béton de chaux qui servent d'appui au linteau et qui permettent de respecter une cote avec précision. Évidemment, il faut prendre en compte aussi que le linteau s'enfonce naturellement un peu dans le béton. Une fois le linteau chêne posé, on maçonne autour pour bien le tenir, même si on n'a pas beaucoup de place. Parce que le linteau, qui fait environ 15 cm de section, déborde du mur d'environ 5 cm pour rester visible quand le mur sera enduit. Ensuite, on a refaçonné les pierres sur le linteau, mais on n'a pas remaçonné entre les bastings parce qu'on manquait de place. On a fini la journée en plaçant des lisses de chaque côté du mur qui serviront de base au coffrage du linteau béton armé qui est derrière le linteau chêne et qui lui fait toute l'épaisseur du mur. Le lendemain, on a préparé le coffrage du linteau béton avec un panneau d'OSB, c'est-à-dire un panneau de bois fabriqué à base de copeaux. Puis, on a placé le ferraillage du linteau qui est fixé au ferraillage des jambages avec des ligatures métalliques.
le ferraillage des jambages est donc solidaire du ferraillage du linteau. On a placé des étais pour rajouter une sécurité de plus, pour que le coffrage ne s'affaisse pas quand il sera rempli de béton. Dans la foulée, on a coulé le linteau. C'était assez confortable parce qu'on avait un peu de place pour renverser les seaux. Enfin, le 12e jour, on a enlevé un bastin, puis on a remaçonné en pierre sur le linteau béton armé. Attention, à ce moment, il faut aller assez vite parce que le mur il est ouvert et il n'y a plus d'éléments qui le soutiennent. Ensuite, on a enlevé le 2e bastin et on a fini par tout boucher. Pour ce type de maçonnerie, j'ai fait le mortier avec de la chaux hydraulique NHL 3.5. J'aurais pu aussi utiliser de la chaux NHL 5. J'ai laissé en place plusieurs jours avec le coffrage en place. C'est plus d'une semaine après que j'ai pu décoffrer, tout seul. J'ai pu démonter l'échafaudage et enfin, admirer le résultat. Pour le plaisir, je vous montre un avant-après. Dans ce petit montage photo, on voit à droite que quand on a commencé, il y avait encore beaucoup de végétation. Et au centre, on voit que quand on a terminé, c'était en plein hiver. J'ai noté qu'on a commencé le 1er novembre et terminé le 21 janvier, donc c'était pas un petit chantier. Au final, les cotes sont pas complètement parfaites. On verra ce qui se passe quand je poserai les menuiseries. En tout cas, c'est une grande fierté d'avoir fait un ouvrage comme ça soi-même. J'ai aussi eu la chance d'être aidé par de nombreux volontaires du réseau de chantier participatif Twiza, que je remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas tout expliqué en détail, mais pour les curieux, je vais mettre quelques liens en commentaire pour lister le matériel utilisé. Je terminerai en disant que si vous hésitez à vous lancer, surtout n'hésitez pas à demander des conseils à des pros. Bonne journée, au revoir.